Rebonjour à tous, nous revoilà repartis pour notre 4e épisode sur la Terre dans l'univers. Lors de l'épisode précédent, nous avons passé pas mal de temps sur les grandes structures de notre univers observable, de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, où nous pouvons percevoir la lumière d'objets très anciens, comme les premiers quasars qui se sont formés une centaine de millions d'années après le Big Bang. Nous avons vu comment la matière visible est structurée en étoiles, en systèmes stellaires, en amas et superamas de galaxies, et comment tout cela dessine une toile cosmique avec des galaxies et des amas de galaxies à peine discernables quand on regarde l'univers observable dans son ensemble. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer l'histoire de cet univers, comment il en est arrivé là, et quelle pourrait être l'évolution possible de cet univers dans l'état actuel de nos connaissances. Alors, il y a deux choses que je n'ai pas abordées jusqu'à maintenant dans ce cours sur l'univers, mais qui sont fondamentales. C'est que premièrement, nous sommes dans un espace déformable, et c'est un espace qui se déforme sous l'influence de toute concentration locale de masse et d'énergie, et tout cela est expliqué par la théorie de la relativité générale, théorie qui a été énoncée en 1915 par Albert Einstein. Et ces courbures de l'espace-temps, générées par des corps massifs, expliqueraient la gravitation. Deuxième chose fondamentale, c'est que nous sommes dans un espace en cours d'expansion, ainsi que cela a été démontré par Edwin Hubble avec le phénomène que l'on appelle la récession des galaxies dans l'univers. Alors Hubble, en étudiant les céphéides, les galaxies autour de nous, Hubble a mesuré les distances de ces galaxies par rapport à nous. Et il s'est aperçu en même temps que la lumière visible de ces galaxies était décalée vers le rouge, c'est-à-dire vers des longueurs d'onde bien plus grandes. Ce décalage ne peut s'expliquer que par l'effet Doppler, et cela signifie que ces galaxies s'éloignent de nous à grande vitesse. Et le plus surprenant est que plus ces galaxies sont loin, plus ces galaxies semblent s'éloigner de nous à grande vitesse. Et même encore plus fort. Hubble reporte ces mesures de distance et de vitesse de ces galaxies dans un graphique, et il apparaît que la vitesse de fuite de ces galaxies est proportionnelle à leur distance. Et si on extrapole cette relation linéaire pour les galaxies les plus lointaines, on peut envisager la situation où certaines galaxies viennent frôler la vitesse de la lumière. Et mieux, pour des galaxies encore plus lointaines, eh bien, nous pouvons avoir des galaxies qui s'échappent de notre univers observable, à des vitesses bien plus grandes que la vitesse de la lumière. Ce qui pose évidemment problème, puisque selon la théorie de la relativité restreinte, aucun corps ne peut aller plus vite que la lumière. Bon, Hubble a mesuré ce coefficient de proportionnalité entre la vitesse et la distance de ces galaxies, et cette constante s'appelle la constante de Hubble, et les estimations actuelles nous donnent une valeur de l'ordre de 70 km par mégaparsec et par seconde. Alors comment expliquer tout cela? Eh bien en fait, ces galaxies peuvent être considérées en première approximation comme immobiles. Ce qui bouge, ce ne sont pas les galaxies, mais c'est l'espace lui-même. L'espace se dilate, il s'étire, il s'étend. Et cette déformation, cette expansion dans les trois directions de l'espace, cette déformation, elle s'additionne, elle se cumule avec la distance d'éloignement de ces objets. Et c'est cela qui nous crée des vitesses de fuite si fortes. Alors cette expansion de l'espace, elle s'applique à nous aussi. Une distance d'un mégaparsec qui s'accroît de 70 km par seconde, ça semble beaucoup. Mais cela fait combien à notre échelle? Bien pour cela, calculons la constante de Hubble en mètres par mètre et par seconde. Pour cela, nous reprenons la valeur d'un parsec qui est de 3,08 10 puissance 16 mètres. Je divise donc la constante de Hubble par 1 million de parsecs, et cela me donne une valeur qui est de l'ordre de 2,27 10 puissance moins 18 mètres par mètre et par seconde. Cela fait très peu, c'est de l'ordre de grandeur de la taille d'un quark. À notre échelle, l'expansion de l'univers est imperceptible et ne peut même pas être mesurée expérimentalement. Mais sur les grandes distances cosmiques, cela a des effets bien perceptibles pour les astronomes. Deuxième apport scientifique fondamental de ces dernières années, c'est cette carte de ce que l'on appelle le rayonnement cosmique fossile, ou le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement a été découvert de manière fortuite, et l'histoire commence en 1965 quand deux ingénieurs des laboratoires Bell, Penzias et Wilson, cherchent à mettre au point une antenne pour communiquer avec les satellites que l'on commençait à envoyer dans l'espace. Alors cette antenne, c'était déjà une grosse installation. Elle était adaptée pour capter des ondes radio de longue
longueur d'onde assez courte. Mais Penzias et Wilson étaient bien embêtés parce que, quelle que soit la direction où l'antenne était orientée, ils percevaient un bruit parasite qu'ils n'arrivaient pas à supprimer. Bien sûr, ils ont d'abord pensé à un problème d'installation. Ils ont vérifié les câbles, les branchements, les connexions, etc. Il y avait aussi un couple de pigeons qui s'étaient installés dans cette installation. Ils les ont chassés, ils ont nettoyé les fientes de pigeons, mais rien n'y fait. Le bruit parasite est toujours là. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont compris. Ce signal qu'ils captaient, eh bien, c'est un signal bien réel dans l'univers. En fait, ce sont les restes de la première lumière, de la lumière la plus ancienne qui a été émise par l'univers. Ce rayonnement nous parvient des confins de l'univers observable. Il a été émis il y a 13,6 milliards d'années. Et pour être plus précis, il a été émis il y a seulement 380 000 ans après le Big Bang. Ce rayonnement provient d'endroits qui sont maintenant à 46,5 milliards d'années-lumière de nous, où nous avons très probablement des mondes semblables aux nôtres. Et ce rayonnement a mis 13,6 milliards d'années pour nous parvenir jusqu'à nous. Ce rayonnement marque une étape fondamentale dans l'histoire de l'univers. Avant 380 000 ans, l'univers était à une température de plus de 3000 Kelvin. À cette température, la matière est dissociée. Les atomes ne peuvent pas exister. Les électrons, les noyaux atomiques, les photons, tout cela forme une sorte de purée, une sorte de mélasse, où les particules n'arrêtent pas de s'entrechoquer. Les photons sont absorbés sans cesse. D'autres photons sont réémis puis réabsorbés aussi. Cette matière, c'est ce qu'on appelle un plasma. Et la lumière, elle est piégée dans ce plasma. Le tournant, il va se produire quand l'univers est âgé de plus de 380 000 ans. Là, il se passe ce qu'on appelle la grande recombinaison. En dessous de 3000 Kelvin, l'univers devient assez froid pour que les noyaux atomiques se lient avec les électrons pour former des atomes. Et cet événement libère les photons. Les photons peuvent maintenant se déplacer en ligne droite sur de grandes distances. La lumière peut s'exprimer dans l'univers et elle peut irradier son milieu dans toutes les directions. C'est pour cela que l'on appelle cet événement dans l'histoire de l'univers le découplage de la matière et de la lumière. Avant 380 000 ans, l'univers était opaque. Après 380 000 ans, l'univers devient transparent. Et le rayonnement cosmique fossile, c'est cela. Alors ce qui nous parvient, c'est une forme très dégradée de la lumière initialement émise. En raison de l'expansion de l'univers, c'est une lumière avec une longueur d'onde qui est très décalée vers les grandes longueurs d'onde. Ce que nous captons maintenant, c'est une longueur d'onde de l'ordre du millimètre, c'est-à-dire du 10 puissance moins 3 mètres. Ce qui a été émis, c'est une lumière avec une longueur d'onde de l'ordre de la centaine de nanomètres, c'est-à-dire du 10 puissance moins 7 mètres. À l'origine, c'était une lumière qui a été émise avec une température de 3000 Kelvin. 3000 Kelvin, c'est la couleur de la lumière d'une ampoule à incandescence. Et il y a 380 000 ans, tout l'univers était illuminé par cette lumière. Mais maintenant, ce que nous avons là, c'est une lumière très fatiguée, très atténuée, et maintenant qu'il y a une température de 2,7 Kelvin. Ce chiffre est très précis, car si on examine le spectre de ce rayonnement, c'est-à-dire les intensités en fonction des longueurs d'onde, on a un spectre qui est caractéristique d'un spectre de rayonnement de corps noir. Alors Penzias et Wilson ont reçu le prix Nobel pour cette découverte en 1978. C'est un prix Nobel car la découverte de ce rayonnement fossile, c'est une preuve de plus pour la théorie cosmologique du Big Bang. Car cet événement, cette étape de grande recombinaison des noyaux atomiques et des électrons, cette étape de découplage de la matière et de la lumière, cette étape avait été prédite par la théorie du Big Bang. Alors, il faut se rendre compte de la prouesse technique dans l'établissement de cette image, car déjà pour obtenir cette carte, il a fallu envoyer des satellites dans l'espace. Le premier, cela a été COBE, Cosmic Background Explorer, et qui a été lancé en 1989. Et l'image produite par COBE, c'est cela. C'est une image parfaitement homogène, mais pour mettre en évidence les choses, il a fallu faire tout un traitement du signal. Et après un premier traitement, ce que l'on voit c'est cela. Une zone bleue est une zone rouge. La zone bleue indique la direction vers laquelle notre galaxie, la Voie lactée, semble s'approcher de ce rayonnement cosmique fossile. La zone rouge indique la direction d'où on semble s'éloigner de ce rayonnement cosmique fossile. Ce rayonnement cosmique fossile constitue ainsi un référentiel fixe permettant de mesurer la vitesse relative de notre galaxie. Et notre galaxie se déplace avec son groupe local à une vitesse de 630 km/s.
Après un deuxième traitement, voilà ce que l'on obtient. On commence à voir les petites hétérogénéités du rayonnement cosmique fossile. Mais surtout, on a cette bande qui coupe l'image en deux. Et cette bande, c'est le rayonnement micro-ondes de la Voie lactée. Ici, je donne une autre image de ce rayonnement micro-ondes de la Voie lactée qui est très incliné par rapport au plan équatorial de la Terre. Et pour avoir une vue complète du rayonnement cosmique fossile, il est nécessaire d'éliminer la contribution de la Voie lactée. Et on obtient cette image. Cette image finale, elle n'a pas été obtenue par le satellite COBE, mais par Planck, le satellite européen qui a été lancé en 2009, avec les derniers résultats qui ont été publiés en 2014. Alors cette image du rayonnement cosmique fossile, elle nous donne des résultats de très grande importance pour la compréhension de notre univers. À l'âge de 380 000 ans, notre univers est chaud, il est plus dense, il apparaît homogène et isotrope. Mais ces petites hétérogénéités ont une importance capitale. Il y a des zones un peu plus chaudes et d'autres un peu plus froides. L'univers observable était alors 1000 fois plus petit que maintenant. Cette lumière a été émise alors que le rayon de l'univers observable était de 50 millions d'années-lumière. Sur cette image, donc, la distance équatoriale est 2π fois 50 millions d'années-lumière, ce qui fait donc une distance d'environ 300 millions d'années-lumière. Alors comment interpréter ces petites hétérogénéités dans le rayonnement cosmique fossile? Eh bien à 3000 Kelvin, ce milieu est très chaud et très dense et il est parcouru par des vibrations, par des ondes de résonance. Quand on regarde la surface du Soleil, c'est pareil. On y voit une surface granuleuse avec des taches sombres et des taches plus claires. Et l'analyse fine de la dimension de ces hétérogénéités, cela nous renseigne beaucoup sur l'univers. Et c'est ce qui est figuré dans ce diagramme. En fait, l'univers résonne comme un instrument de musique. Et comme un instrument de musique, l'univers possède sa fréquence de base et ses harmoniques. Et ce diagramme est comme le spectre acoustique d'un instrument de musique. Et l'analyse de ce spectre acoustique de cet instrument nous renseigne sur sa taille, sur sa densité et sa matière. Ainsi, le premier pic nous renseigne sur la densité de l'univers. Alors la densité de l'univers, cela a une grande importance, car la forme et la géométrie de notre univers sera contrôlée par la densité totale de notre univers. Et là, je dois faire une petite parenthèse. Selon la théorie de la relativité générale, on peut distinguer 3 cas de figure. Premier cas de figure, si l'univers est trop dense, eh bien l'espace de notre univers sera courbé et convexe. On parle de courbure positive. Et l'univers sera fermé car si je le parcours en entier, je reviendrai au point de départ. Et pour décrire un tel univers, il faut utiliser une géométrie sphérique. Et dans un tel univers, la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés. On peut facilement imaginer ce que cela peut être un tel univers, puisque la surface de la Terre, eh bien, cela relève d'une géométrie sphérique. Même si c'est un univers en 2D alors que notre univers est bien sûr en 3D. Deuxième cas de figure, si l'univers n'est pas assez dense, eh bien au contraire, l'espace de notre univers sera concave avec une courbure tournée dans l'autre sens. On parle alors de courbure négative. Et pour décrire un tel univers, il faut utiliser une géométrie hyperbolique. Et dans un tel univers, la somme des angles d'un triangle est inférieure à 180 degrés. Et troisième et dernier cas de figure, c'est celui d'un univers avec une densité égale à une certaine densité critique, et qui est donné par cette formule, 3 fois le carré de la constante de Hubble divisé par 8π fois la constante gravitationnelle. Alors là, on a un univers à courbure nulle, c'est-à-dire un univers que l'on qualifie souvent de plat, même si le terme n'est pas très heureux, car il n'est pas plat. C'est juste un univers en 3 dimensions, décrit par une géométrie euclidienne, avec la somme des angles d'un triangle qui est égale à 180 degrés. Voilà pour la petite parenthèse que je referme. Et je reviens sur l'analyse des hétérogénéités du rayonnement cosmique fossile. Eh bien, après analyse, l'univers semble avoir une courbure nulle, ou du moins une courbure très faible. L'analyse des pics de ce diagramme nous renseigne aussi sur la matière, et là c'est une grande surprise. L'univers c'est de la matière et de l'énergie. Le rayonnement cosmique fossile nous dit que la matière visible, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la matière baryonique, les baryons ce sont les nucléons, eh bien ce diagramme nous dit que la matière visible ne représente que 5% de l'univers. Et qu'il existe un autre type de matière, que l'on appelle la matière sombre ou la matière noire, et qui, elle, représente 25% du contenu de l'univers.
5% plus 25%, cela nous fait 30%. Et le reste, 70%, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'énergie. Et c'est une énergie que l'on ne connaît pas et que l'on appelle l'énergie noire. Voilà, tout cela, ce sont des résultats déconcertants. On pourrait avoir un doute sur de telles conclusions, mais d'autres observations viennent appuyer ces conclusions. Déjà sur la matière noire, on s'est aperçu dans les années 30 qu'il y avait un problème avec les galaxies et les amas de galaxies. Ce qui tient ces galaxies et ces amas de galaxies comme des structures stables, c'est la gravité. Et pour que ces structures tiennent dans le temps, il faut de la masse. Mais là, nous avons un problème. Si on fait tout le décompte de la matière, visible ou non, étoiles, nuages de gaz et de poussière, et même en cherchant dans tous les recoins toute la matière qui serait peu lumineuse ou peu détectable, eh bien il nous manque beaucoup de masse. Et il n'y a pas assez de masse pour faire tenir ces amas et ces galaxies. Idem si on regarde la vitesse de rotation des étoiles autour du noyau central des galaxies. Eh bien ces étoiles elles tournent trop vite compte tenu de la masse visible. Et là aussi, on n'arrive pas à expliquer la rotation élevée des étoiles si on ne rajoute pas de la matière noire. Voilà les données du problème, et nous ne savons pas de quoi est faite cette matière noire. On sait seulement qu'elle ne réagit pas à l'interaction électromagnétique, qu'elle est transparente, qu'elle n'émet pas de lumière, qu'elle a une masse, qu'elle est donc sensible à la gravitation, qu'à notre échelle, la matière noire, elle est absolument imperceptible, mais elle est là, elle nous côtoie, et elle a un rôle absolument fondamental aux échelles astronomiques, car sans elle, les galaxies ne peuvent pas se former, et donc les étoiles ne peuvent pas se former, et la toile cosmique ne peut pas se former. Et sans la matière noire, l'univers ne pourrait pas exister tel qu'il est. Encore plus étrange, c'est l'énergie noire. Alors d'où est-ce qu'elle sort, cette énergie noire? Eh bien là, c'est un résultat récent de l'astrophysique. On a dit que l'univers est en cours d'expansion. Mais c'est pire que cela. Depuis 5 milliards d'années, l'expansion s'accélère. Et cette accélération ne peut s'expliquer que par l'action d'une force répulsive. Et cette force répulsive, c'est l'énergie noire. Et ce résultat est tout à fait inattendu, car les astrophysiciens pensaient que l'évolution de l'univers allait être contrôlée par la gravité. La gravité est une interaction attractive, on pensait donc que la gravité allait au moins ralentir l'expansion de l'univers. Mais cela n'est pas le cas. Et si cette accélération, elle perdure, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est un univers avec un espace qui va se dilater de plus en plus. Les distances astronomiques vont encore s'accroître de manière gigantesque. De plus en plus de galaxies vont disparaître de notre univers observable. Et puis les étoiles, car l'extension de l'espace sera supérieure à la vitesse de la lumière dans notre univers proche. Ce scénario d'évolution de l'univers est ce qu'on appelle le Big Rip, ou la grande déchirure. Et il arrivera un moment où les interactions à distance entre les particules ne pourront plus s'établir, car les dimensions deviendront également astronomiques entre les noyaux et les électrons. Et les atomes cesseront d'exister. Puis cela sera le tour des nucléons, car les distances deviendront trop fortes pour l'interaction nucléaire forte. Et les particules de matière seront éparpillées. Cela sera la fin de l'univers sous sa forme actuelle. Donc voilà, si on fait un résumé de l'évolution de l'univers depuis sa naissance, dans le modèle cosmologique du Big Bang, tout est parti d'une singularité quantique et l'espace s'est mis à se dilater de manière considérable. Bon, je ne vais pas détailler tout le scénario, je vais juste m'en tenir qu'à quelques étapes. Et pour commencer, au tout début, l'univers était très chaud et très dense. Et lors de cette expansion de l'espace, eh bien, l'univers devient moins dense et il se refroidit. Alors cela est passé par plusieurs étapes. Première étape marquante, c'est quand la matière a commencé à se former, et cela s'est fait dès les premiers instants. On a eu les quarks, les électrons et les photons. Puis les quarks se sont réunis pour former les baryons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Et il s'est formé 7 protons pour un neutron. Cette proportion est importante, car cela va conditionner la proportion d'éléments chimiques qui vont se former dans l'univers primordial. Puis justement, les premiers noyaux atomiques vont se former. On va commencer par de l'hydrogène, c'est un proton, et du deutérium, et du tritium, et de l'hélium 3 et de l'hélium 4, et même un tout petit peu de lithium et de beryllium. C'est ce que l'on va appeler la nucléosynthèse primordiale, et c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Cela va se faire dans les premières minutes après le Big Bang, car cela doit se faire dans une certaine gamme de températures, très chaude, mais pas trop, car sinon ces noyaux ne sont pas stables, et des températures pas trop froides non plus, car sinon la nucléosynthèse s'arrête. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au bout d'une vingtaine de minutes, et à cet instant, tout le stock initial d'éléments chimiques est créé. En proportion massique, cela nous donne 75% d'hydrogène et 25% d'hélium.
Et là, nous sommes au stade du plasma chaud, qui mélange noyaux atomiques, électrons et photons, et d'où la lumière ne peut s'échapper. Je ne reviens pas sur l'étape du dégagement du rayonnement cosmique fossile, c'est-à-dire de la grande recombinaison et du découplage de la matière et du rayonnement. Juste disons qu'après cette suite d'événements qui se sont enchaînés très vite, eh bien l'univers entre dans une période apparemment plus calme. C'est ce qu'on appelle l'âge sombre, car l'univers est uniquement constitué d'atomes d'hydrogène et d'hélium. Mais il n'y a encore aucune structure, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies. Et celles-ci vont seulement commencer à se développer une centaine de millions d'années plus tard. Et là, on commence à avoir un univers moderne qui commence à ressembler au nôtre, mais avec de très grandes différences. Car là-dedans, il n'y a pas encore d'oxygène, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de fer, etc. Bref, tous ces éléments chimiques nécessaires pour fabriquer des systèmes stellaires complets comme le système solaire, avec des planètes telluriques comme la Terre, et avec les premières molécules organiques pour le développement de la vie. Alors pour résumer ce que nous avons donc appris ici, eh bien nous sommes revenus sur le modèle cosmologique du Big Bang avec ses différentes étapes. Et là je cite en vrac la nucléosynthèse primordiale, la grande recombinaison, le découplage de la matière et du rayonnement, le rayonnement cosmique fossile, l'expansion de l'univers, la récession des galaxies, la matière noire, l'énergie noire et la grande déchirure, le Big Rip. On se retrouvera la prochaine fois pour parler de la naissance, de la vie et de la mort des étoiles. À bientôt!